Bismillahirrahmanirrahim. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la FODPAT et à travers lui l'ensemble du bureau de m'avoir associé à cette manifestation. J'ai le plaisir de vous parler dans le temps qui m'est imparti des particularités cliniques et la stratégie de prise en charge des patients asthmatiques obèses. Alors tout d'abord, comme vous le savez, l'asthme et l'obésité sont deux pathologies fréquentes. Ils constituent toutes les deux des problèmes majeurs de santé publique en raison de leur impact en termes de morbidité et de mortalité. Et bien entendu, donc on va voir que l'association entre l'asthme et l'obésité va au-delà d'une simple coexistence. On va voir que c'est vraiment un phénotype à part entière. Et l'asthme chez les sujets obèses est considéré, comme je l'ai dit, comme un phénotype à part entière, avec un mécanisme ou des mécanismes proposés pour expliquer la survenue de ce phénotype, des caractéristiques cliniques et une prise en charge spécifique. Alors on va voir d'abord quelques chiffres d'épidémiologie. On va d'abord voir les chiffres de l'obésité. Bon, on connaît un peu plus les chiffres de l'asthme. Ben, je vais vous faire connaître un petit peu les chiffres de l'obésité, aussi bien dans le monde qu'au Maroc. En 2021, on estime qu'il y a 800 millions d'adultes dans le monde qui souffrent d'obésité. Ben, vous savez que le diagnostic est fait sur la base de l'IMC. Un IMC qui est au-delà de 30 définit l'obésité. Au-delà de 35, c'est une obésité sévère. Et au-delà de 40, c'est une obésité morbide. Alors on estime que plus de 15% de la population mondiale était obèse en 2021 et qu'il y a aussi 124 millions d'enfants et d'adolescents qui sont âgés entre 5 et 19 ans qui étaient obèses en cette date. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est au Maroc? Alors au Maroc, d'abord, il y a une enquête nationale qui a été faite par le ministère de la Santé en 2017 et qui estime la prévalence de l'obésité dans notre pays à 20%. Alors ce chiffre rejoint un travail qui a été fait, en fait, c'est l'étude Marémar, et l'étude Marémar, c'est Maroc rénal, donc, ou maladie rénale chronique au Maroc. Donc à peu près 10 500 personnes qui étaient incluses dans cette étude. Ben, elle a visé à chercher la prévalence des maladies rénales chroniques, mais on a pu voir aussi à travers cette étude la prévalence de l'obésité qui était de 23,2%. Donc ça rejoint à peu près les chiffres du ministère de la Santé. Et dans la même étude, on estime que la prévalence est 3 fois plus fréquente chez la femme. Elle est aux alentours de 36,4% par rapport aux hommes, où elle est de 11,3%. Alors les projections, donc comme il y a le Tobacco Atlas, donc il y a le World Obesity Atlas 2022, des projections pour l'évolution dans le temps de l'obésité au Maroc. Ben, on estime que pour les hommes, lorsqu'on parle uniquement d'obésité tout court avec un IMC à plus de 30, donc on sera à 27% de la population masculine. Lorsque on est dans des IMC plus importants, à plus de 35, 7% de plus à peu près, et un IMC à plus de 40, 1,5%. Donc chez les femmes, les chiffres sont encore beaucoup plus importants. On estime qu'on va être à 42% pour des BMI ou des IMC à plus de 30, 16,7% pour des plus de 35 et 6,25% pour les plus de 40 d'IMC. Voilà donc à peu près les chiffres. Donc, et de manière globale, pour les adultes en 2030, on serait à peu près à 35% de prévalence dans la population générale marocaine, ce qui est énorme. Maintenant, c'est des prévalences et des estimations dans le temps. J'espère qu'ils ne seront pas totalement vérifiés. Maintenant, pour l'asthme, donc c'est des chiffres que vous connaissez plus. Bon, vous savez que la prévalence dans le monde, elle est variable en fonction des pays et en fonction des études. Ben, c'est très variable, ça va de 1% à 18% au Maroc en fonction des travaux qui ont été faits, notamment l'étude ISAC ou les autres travaux qui ont été faits en fonction des villes, en fonction des régions. On est à peu près entre 5 et 15% et on peut estimer qu'on est dans une zone de prévalence moyenne pour l'asthme au niveau du Maroc. Pour ce qui est des liens épidémiologiques entre l'obésité et l'asthme, il a été suggéré dès la fin des années 90
sur des travaux qui ont été publiés à partir de 1999. Et on sait que l'obésité augmente significativement le risque de développer de l'asthme comparativement aux sujets qui n'ont pas de surpoids, et ce, quel que soit le sexe et quel que soit l'âge. Alors la prévalence de l'asthme est plus élevée dans la population obèse, donc 10,4 à 11,1% que dans la population non obèse dans ces travaux qui sont publiés, puisque dans les non obèses, dans le même travail, on est à 7,1 et à 7,9%. Donc il y a un surrisque d'asthme dans la population obèse avec un risque relatif qui serait entre 1,44 et 1,96 chez les femmes obèses et entre 1,24 et 1,84 chez les hommes obèses. Alors maintenant, l'obésité de type androïde, c'est-à-dire les gens qui ont une obésité ventrale, donc je ne sais pas, donc il faut se cacher un petit peu, expose au risque d'asthme, particulièrement donc chez les femmes après la ménopause. Et on sait aussi que l'association entre l'asthme et l'obésité apparaît encore plus significative lorsqu'on s'intéresse à autre chose que l'IMC, c'est-à-dire lorsqu'on s'intéresse au pourcentage de masse grasse autour de la taille. Donc on va avoir une association encore plus parlante et plus marquée. Alors l'obésité augmente aussi le risque de présenter un asthme sévère. Donc 50 à 60% des patients qui sont porteurs d'asthme sévère seraient obèses. Elle augmente aussi le risque de faire des exacerbations d'asthme et augmente le risque d'hospitalisation chez les patients asthmatiques. Et chez les patients qui sont hospitalisés pour exacerbation d'asthme, l'obésité est associée à un risque significativement plus élevé de recours à la ventilation mécanique ou des séjours hospitaliers beaucoup plus longs que chez les patients qui n'ont pas de surpoids. Maintenant, en quelques diapositives, on va essayer de voir les données physiopathologiques pour expliquer cette association. Alors, chez les patients obèses, donc, il y a très probablement donc, une prédisposition génétique, et cette prédisposition génétique, donc, elle est liée certainement à de multiples gènes qui seraient en rapport d'une part avec l'immunité et d'autre part avec les déséquilibres ou l'équilibre plutôt énergétique. Alors chez les malades qui sont obèses, donc on sait qu'il y a un mode de vie occidental qui est de plus en plus retrouvé avec une réduction de l'activité physique, un régime alimentaire inadapté qui est riche en fructose, en graisse, pauvre en fibres. Et puis il y a aussi l'impact de l'environnement, en particulier l'exposition au tabac, donc qui vont augmenter le risque de survenue de l'asthme et de l'obésité chez ces patients. En plus de ça, donc, s'ajoutent les modifications du microbiote intestinal du fait de ce déséquilibre alimentaire, mais aussi, il a été noté aussi la prise d'antibiotiques lorsqu'elle est réalisée très tôt dans les premiers jours de la vie, qui peut modifier ce microbiote, et ça peut être donc une explication à la survenue ultérieure d'asthme chez ces patients. Alors, chez les patients obèses, il faut savoir qu'il y a une réduction du VRE, le volume de réserve expiratoire, de la CRF, ainsi qu'une diminution de la compliance pulmonaire. Et on trouve aussi chez ces patients une hyperréactivité bronchique donc, qui se surajoute. Alors, toujours dans cette physiopathologie, il faut savoir que les patients asthmatiques qui ont des asthmes sévères et qui sont mis sous corticothérapie par voie orale ou qui reçoivent des cures de corticoïdes plus de 4 fois par an, donc sont bien sûr à risque, donc ça va majorer l'obésité chez ces patients-là. Et on sait aussi que l'obésité s'accompagne de modifications pro-inflammatoires, notamment elle s'accompagne d'une inflammation systémique avec une augmentation de l'IL6 chez ces patients. Il y a aussi une modification des adipokines avec une augmentation de la leptine, une baisse de l'adiponectine. Chez ces patients asthmatiques et obèses, donc il y a aussi le microbiote intestinal et la susceptibilité génétique qui semblent être des facteurs favorisants des deux pathologies, de l'obésité et de l'asthme.
Alors, ces modifications pro-inflammatoires, donc, qui vont entraîner chez le malade asthmatique un remodelage bronchique et une inflammation des voies aériennes. Donc, s'ajoute à cela donc, la voie de signalisation WNT qui est impliquée dans la différenciation et la prolifération cellulaire donc, et pour laquelle donc, il va y avoir des gènes qui vont stimuler donc, cette voie-ci, ce qui va entraîner en plus une majoration du remodelage, une altération de la fonction respiratoire chez ces patients. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il en est des particularités du phénotype asthme-obésité? Alors tout d'abord, il n'y a pas de définition consensuelle du phénotype asthme et obésité et le diagnostic, il repose habituellement sur la présence concomitante et d'un asthme. Le diagnostic de l'asthme est facile chez les patients obèses, donc il n'y a pas de problème, donc on le fera de la même manière, mais avec quand même des risques de sous-diagnostic ou de surdiagnostic. Il est possible de mettre sur le compte de l'asthme des symptômes qui sont liés à l'obésité ou de méconnaître des symptômes d'asthme et les mettre sur le compte de l'obésité chez un patient obèse. Il y a deux principaux sous-phénotypes qui sont décrits en fonction de l'âge. On va voir ces deux sous-phénotypes asthme-obésité. Donc le premier, c'est le sous-phénotype asthme-obésité de début précoce qui va survenir avant l'âge de 12 ans, donc 11 ans et moins, et qui va être retrouvé aussi bien chez les filles que chez les garçons. En général, donc, c'est des personnes ou des enfants donc, qui sont allergiques avec une diminution sévère de la fonction respiratoire, une hyperréactivité bronchique marquée significative, un score de symptômes élevé, et une infiltration bronchique à eosinophiles. Le deuxième sous-phénotype, c'est un sous-phénotype obésité et asthme de début tardif qui va se voir après l'âge de 12 ans, qui va être plus retrouvé chez les femmes. Ils sont en général non allergiques, encore une fois c'est un début tardif, avec une diminution modérée de la fonction respiratoire, une hyperréactivité bronchique lorsqu'elle est retrouvée qui n'est pas très importante, et le score de symptômes qui est bas. Et lorsqu'on cherche les cellules présentes dans cette inflammation, l'infiltration bronchique est à eosinophile et à neutrophile. Et ce sous-phénotype est le principal retrouvé dans le cadre des phénotypes asthme-obésité. Alors il y a aussi une place importante des comorbidités dans cette association phénotype asthme-obésité, puisque l'asthme et l'obésité partagent des comorbidités communes, donc comme le reflux gastro-œsophagien ou le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il faut, au-delà de ces deux comorbidités, rechercher les autres, en particulier les comorbidités psychologiques, l'anxiété et la dépression qui accompagnent ces deux pathologies, rechercher une éventuelle syndrome d'hyperventilation et des anomalies métaboliques, notamment un diabète de type 2, et puis c'est des patients obèses qui peuvent faire aussi des problèmes coronariens. Alors pour le reflux gastro-œsophagien, donc il faut savoir que l'obésité augmente le risque de le développer avec un facteur de 1,5 à 2, que l'obésité augmente aussi le risque de développer un asthme par micro-inhalation, et il y a une aggravation du reflux lorsque l'asthme n'est pas bien contrôlé. Alors pour ce qui est du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, l'obésité est considérée comme un facteur de risque majeur de survenue et de progression du SAOS. Le SAOS semble associé aussi à un moins bon contrôle de l'asthme. Et bien entendu, il faut avoir la main facile et poser l'indication large de la polygraphie ventilatoire, donc à réaliser au moindre doute chez ces patients asthmatiques obèses. Alors le syndrome métabolique, c'est des pathologies métaboliques qui sont associées à l'asthme chez le sujet obèse. En premier, le diabète de type 2 qui augmente de 70% le risque de développer un asthme. Il y a une insulinorésistance qui est associée au risque de l'asthme chez l'adulte. Et bien entendu, il faut rechercher les autres facteurs de risque, donc comme l'hypertension artérielle et la dyslipidémie, donc qui sont des facteurs d'altération et de déclin accéléré de la fonction respiratoire.
Donc au total pour ce chapitre, donc on va garder en tête que le phénotype particulier associant l'asthme et l'obésité a pu être défini, qu'il y a deux sous-phénotypes, un à début précoce et l'autre à début tardif, et que le plus fréquent, le plus retrouvé, c'est celui qui est à début tardif, que le diagnostiquer un asthme chez des patients obèses ne semble pas difficile, et que l'asthme et l'obésité partagent des comorbidités communes qu'il faut toujours rechercher, en particulier le reflux gastro-œsophagien et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Alors pour ce qui est maintenant du traitement, donc il faut savoir que l'obésité a un impact négatif sur le traitement de l'asthme et vice-versa. L'asthme a le même impact négatif dans la prise en charge de l'obésité, qu'il y a une résistance des patients asthmatiques obèses aux thérapeutiques qui sont habituellement utilisées, que la prise en charge de ces patients doit être multidisciplinaire, donc c'est le rôle du pneumologue mais en association avec le nutritionniste pour qu'on puisse améliorer le patient pour ces deux pathologies. Et bien entendu, on va le voir, il y a des interventions pharmacologiques et des interventions non pharmacologiques pour la réduction pondérale qui vont permettre de stabiliser et de contrôler aussi le patient asthmatique. Dans cette méta-analyse avec revue systématique qui porte sur plus de 31 000 sujets adultes, dont 20 350 obèses, donc dans ce travail-là, on a essayé de comparer l'utilisation de toutes les classes de médicaments de l'asthme chez les patients obèses. Alors, quelle est la conclusion de ce travail? La première conclusion, c'est que les obèses sont plus susceptibles d'utiliser des médicaments contre l'asthme, notamment les bêta-2 agonistes de courte durée d'action et la corticothérapie orale par rapport aux non-obèses. Et la différence est statistiquement significative. La deuxième chose, c'est que la dose de corticoïdes inhalés était significativement plus élevée chez les patients obèses par rapport aux patients sans surpoids. Alors voyons maintenant le traitement pharmacologique et on va voir successivement les thérapies inhalées, la corticothérapie orale, les biothérapies, et puis on va parler des autres pistes thérapeutiques pour ce phénotype. Tout d'abord, les thérapies inhalées. Donc l'effet des corticoïdes inhalés est moindre sur la fonction pulmonaire et la prévention des exacerbations chez les sujets obèses. C'est pour cela qu'il faut utiliser le traitement de fond de palier supérieur. La deuxième chose, il est légitime de traiter les patients obèses asthmatiques selon les recommandations qui sont utilisées pour les non-obèses, mais il paraît aussi logique d'intégrer le sujet obèse asthmatique dans une prise en charge plus globale. Il faut que ça comporte la prise en charge de l'obésité en même temps que la prise en charge de l'asthme. Pour ce qui est de la corticothérapie orale, donc on sait que la corticothérapie au long cours chez les sujets asthmatiques sévères et les cures répétées plus de 4 par an, quelle que soit leur durée et la posologie utilisée, sont des facteurs de risque d'obésité chez les sujets asthmatiques. On sait aussi que l'asthme sévère expose à un risque élevé d'obésité, tous sexes confondus. Et comme recommandation, on peut dire qu'il est intéressant, lorsqu'on utilise des corticoïdes oraux chez des asthmatiques, donc d'utiliser les doses les plus faibles et la durée la plus courte possible. Pour ce qui est des biothérapies, donc il faut savoir que les résultats des biothérapies sont discordants pour ce phénotype asthme-obésité. Pour ce qui est de l'omalizumab, donc l'augmentation du VMS est observée et moins prononcée que chez les patients obèses. Donc chez les patients obèses par rapport aux non-obèses, pardon. Et puis pour les autres biothérapies, donc on sait que l'efficacité est discordante. On sait que pour le pembrolizumab, une efficacité sur la réduction des exacerbations chez les sujets obèses uniquement sur le nombre d'exacerbations avant traitement était supérieur ou égal à 3 sur l'année écoulée dans ce travail qui est publié donc récemment. Quelles sont maintenant les autres pistes de traitement? Alors, sur des essais multicentriques ouverts prospectifs à un seul bras sur 48 semaines. Donc le but était de clarifier l'effet de l'azithromycine sur les exacerbations chez les patients asthmatiques obèses. On sait maintenant donc l'effet qu'il y a chez les asthmatiques non contrôlés.
et c'est un essai qui est toujours en cours, donc c'est quelque chose qui a été publié en 2023, on attendra les résultats de cet essai. Pour ce qui est de la metformine, donc, qui est un antidiabétique oral, la constatation d'une diminution du risque d'hospitalisation pour asthme et du nombre d'exacerbations chez les diabétiques asthmatiques traités par metformine, comparativement à ceux non traités, mais l'intérêt de ce médicament dans le traitement de l'asthme n'a pas été évalué et de ce fait, ce médicament n'est pas recommandé. Pour les statines, on sait qu'ils ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, mais ils n'ont pas montré de bénéfice, que ce soit sur la clinique ou un bénéfice fonctionnel respiratoire chez les patients asthmatiques. Alors, autre piste thérapeutique, donc ça, on est plutôt dans le préclinique, donc un travail ou une étude sur des souris obèses génétiquement ou une obésité induite par l'alimentation. Donc, et c'est des souris qui ont reçu des antagonistes des récepteurs de la cholécystokinine A. Et cette cholécystokinine A, c'est une hormone qui joue un rôle dans la signalisation de la satiété et du métabolisme de graisse. L'activation de son récepteur induit la contraction des cellules musculaires lisses des voies respiratoires. Alors, les conclusions de ce travail, donc in vivo, le taux de cholécystine A est élevé dans les poumons de souris obèses, et puis l'administration intranasale des antagonistes de récepteurs de cholécystine A supprime l'hyperréactivité respiratoire chez les souris obèses. Donc encore une fois, on est dans les précliniques, c'est des preuves précliniques. Maintenant, il faut peut-être donc attendre ce qui va venir après pour le développement de ce traitement dans la clinique chez les patients asthmatiques obèses. Pour ce qui est du traitement non pharmacologique, alors tout d'abord les règles hygiéno-diététiques, on sait que la perte de poids obtenue grâce à des règles hygiéno-diététiques apporte un effet bénéfique sur le contrôle de l'asthme. Elle est à l'origine d'une diminution des exacerbations, des hospitalisations et d'une amélioration de la qualité de vie et des épreuves fonctionnelles respiratoires. Et ce qui est intéressant, c'est que cet effet, qui est obtenu sur un régime même court sur 8 semaines, peut garder des effets à long terme jusqu'à 1 an chez ces patients. Pour ce qui est maintenant de l'exercice physique et de l'éducation thérapeutique, le réentraînement à l'effort a un effet bénéfique sur le contrôle de l'asthme. L'exercice physique permet également d'avoir un effet sur les comorbidités et l'association d'un régime diététique à l'exercice physique a une meilleure efficacité que des mesures qui sont prises isolément. Alors, il faut intégrer les patients asthmatiques dans des programmes de prise en charge multidisciplinaires où on va les prendre pour le réentraînement à l'effort, mais aussi donc, où on va les prendre pour des régimes diététiques. Alors, je vais passer, donc ici, c'est juste donc, pour aller dans le même sens, donc l'intérêt d'un entraînement aérobique chez des patients asthmatiques obèses. Maintenant, j'arrive à la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique est une technique chirurgicale qui consiste à réduire le volume de l'estomac ou à diminuer l'absorption des aliments, parfois les deux, en excluant une partie de l'intestin. Alors, il y a 4 principales procédures chirurgicales. Donc, l'anneau gastrique ajustable, c'est ce qui a été utilisé le premier. Puis la gastroplastie longitudinale ou la sleeve gastrectomie. Les bypass gastriques, donc on réduit le volume de l'estomac, mais on raccorde directement à l'intestin. Et puis les déviations biliopancréatiques où on court-circuite l'estomac pour créer en fait une sorte de malabsorption chez ces patients qui va permettre de réduire donc le poids de manière importante. Maintenant, l'indication de ces différentes techniques, elle est variable aussi en fonction de l'IMC. Par exemple, la dernière technique, vu la difficulté et les risques, est laissée en général pour des patients dont les IMC dépassent 50. Alors, l'effet bénéfique sur la sévérité, le contrôle et la prise en charge thérapeutique, suggéré dans l'asthme dès la fin des années 90 avec la première méthode dont on a parlé, qui est l'anneau gastrique ajustable. La chirurgie bariatrique semble avoir un effet positif sur le contrôle de l'asthme, sur la réduction des exacerbations. Elle est à l'origine d'une amélioration de l'hyperréactivité bronchique. Et l'effet sur le contrôle de l'asthme, la charge thérapeutique et la fonction pulmonaire est durable dans le temps puisque ça va rester
5 ans après la chirurgie. Alors la Haute Autorité de Santé française recommande la réalisation d'une chirurgie bariatrique après échec d'un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien conduit chez des patients obèses, mais dont l'IMC est supérieur à 40 kg par mètre carré, ou lorsque l'IMC dépasse 35, où il est entre 35 et 40, associé donc à des troubles respiratoires sévères. Alors ici, donc, c'est des cohortes de patients publiés dans ce travail en 2019, patients asthmatiques obèses qui ont subi une chirurgie bariatrique. Donc, sur ce travail, donc, il y a une amélioration du contrôle de l'asthme, du risque d'exacerbation, d'hospitalisation liée à l'asthme, de l'utilisation des médicaments et de l'hyperréactivité bronchique. Un petit mot sur les vaccinations, donc pour dire que chez les patients asthmatiques obèses, il y a un surrisque d'infection virale qui justifie la vaccination. Pour la vaccination antigrippale, elle est indiquée lorsque l'IMC dépasse 40. Il est indiqué aussi pour les patients asthmatiques sévères. La vaccination antipneumococcique se justifie chez les patients asthmatiques sévères sous traitement long cours et chez les patients diabétiques non équilibrés malgré un régime diététique simple. Et puis, il ne faut pas oublier la vaccination anti-Covid chez ces patients asthmatiques et obèses. Alors, il ne faut pas aussi oublier de traiter les comorbidités, bien qu'on n'ait pas de preuve que le traitement par des inhibiteurs de pompe de protons, par exemple, puisse stabiliser les symptômes chez ces patients asthmatiques obèses. Donc, au total, la prise en charge repose sur la multidisciplinarité entre pneumologue et nutritionniste. Il y a un volet médicamenteux donc, qui est important, mais il y a aussi des interventions non pharmacologiques, notamment l'exercice physique et le régime, qui sont primordiales. Il y a une place intéressante de la chirurgie bariatrique, mais il faut indiquer en fonction de l'IMC, les comorbidités doivent être recherchées et traitées. Il ne faut pas oublier la vaccination chez ces patients. Alors, donc je vais faire très vite. Donc, quel est l'impact de l'obésité sur le contrôle de l'asthme? Un des éléments fondamentaux de la prise en charge de l'asthme, c'est l'évaluation de son contrôle. Le professeur Borqadi l'a rappelé tout à l'heure. Et l'obésité est associée à une altération du contrôle de l'asthme, surtout l'obésité abdominale, et ce, quel que soit l'IMC. S'il y a du ventre, même si l'IMC est normal, donc il y a un problème de contrôle. Et l'obésité est un facteur d'exacerbation donc, qui parfois oblige les patients à prendre des corticothérapies en cure courte. Donc, à retenir, pour finir, l'augmentation de l'incidence et de la prévalence à la fois de l'asthme et de l'obésité est un enjeu de santé publique majeur. L'âge du sujet obèse, c'est un phénotype à part entière actuellement. La physiopathologie de l'asthme associée à l'obésité n'est pas clairement élucidée, mais il semble multifactoriel, c'est ce qu'on a vu dans les 2 slides de physiopathologie. Le diagnostic repose sur la présence concomitante de l'obésité et de l'asthme. Il y a un effet moindre de thérapeutique de l'asthme chez les patients obèses et la prise en charge de ces patients est certainement multidisciplinaire pour obtenir un succès et améliorer les patients asthmatiques. Il faut traiter correctement l'asthme et aussi réduire le poids et je vous remercie.